Donc, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du MBA MCI de Vinci Executive Education. Donc, je suis Lison Plantier et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Jean-Louis Pascon, consultant réglementaire et RGPD de chez MB2I, pour parler d'un sujet devenu incontournable pour toutes les organisations, la gouvernance des données, la cybersécurité et la cybervigilance. Donc, alors déjà, première question, Jean-Louis, pouvez-vous vous présenter et nous indiquer quel est votre rôle au quotidien? Donc moi je suis un consultant après avoir une carrière dans les entreprises et dans des ministères, et donc je suis consultant depuis 25 ans, et essentiellement sur les aspects que vous avez cités, hein, les éléments autour du RGPD, des directives du type NIS 2, et de façon globale tout ce qui a trait à la sécurité, et aussi certains aspects liés à la mise en œuvre d'outils de gestion électronique de documents, et puis même dans certains cas des réflexions sur des aspects qui sont liés entre la technique et la partie légale de certaines activités, comment concevoir certains types de contrats, etc. Et puis depuis peu, enfin depuis maintenant, disons 2 ans, 2 ans et demi, un sujet qui est très fréquent, c'est la facture électronique. D'accord. Ok. Beaucoup de clients sont intéressés par ce sujet-là. Ok. Oui, moi aussi, je suis actuellement en alternance dans une société qui est concernée C'est par le ce sujet sujet. du moment. Mm. Et donc, autre question, comment définiriez-vous la gouvernance des données aujourd'hui? Pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de définition globale, ou alors on fait une thèse sur le sujet, hein, parce que entre une PME de 2 personnes et un grand groupe industriel qui gère des millions de documents techniques, ou un cabinet d'avocats, c'est pas véritablement le même sujet. Et en fait, j'allais dire, c'est la gouvernance des données ou des documents, c'est une espèce de sorte de boussole pour s'y retrouver, quoi. C'est essentiellement ça. C'est comment fait-on pour gérer des données et s'assurer de les avoir au bon moment quand on en a besoin. Voilà, c'est essentiellement ça. Mais alors après, le reste, comment on fait et comment je vais dire, ça se décline, comme je viens de le dire, c'est très très varié. D'accord. Ok. Et quelles sont, selon vous, les principales menaces qui pèsent aujourd'hui sur les données des entreprises? Une première menace, c'est certainement le trop-plein, une sorte de tsunami d'informations. Il suffit de regarder sa boîte mail. Si on regarde les mails qui nécessitent véritablement une action de la part du destinataire, on se rend compte que c'est relativement restreint, sauf par exemple dans un service support technique où on reçoit des mails de clients, d'utilisateurs. Mais le reste du temps, vous avez des copies dans tous les sens, des pièces jointes, on vous renvoie 5, 6 fois la même pièce jointe, le même document, et vous demandez pour qui, pourquoi, etc. Et plus vous avez de correspondants, plus vous avez un flot considérable d'informations. La deuxième chose, c'est que ce flot étant très important, le risque, c'est la qualité de ce qu'il y a dans les documents. Euh, il suffit de regarder, par exemple, des notices techniques, ou même quelque chose des documents qui sont des documents particuliers, comme les plans, hein, ou les dessins techniques. Moi, j'ai commencé mes activités avec une planche à dessin, un T, etc. Et on comprenait ce qu'était le dessin. Aujourd'hui, ce type de dessin, vous pouvez le faire en 1 heure, ce qui nécessitait avant 7, 8, 10 heures. Alors c'est très bien maintenant, ça aide. Sauf que des aspects de vérification, de contrôle,
quand on fait le dessin à la main, on se rend compte effectivement des fois qu'il y a des défauts. C'est pareil sur les prises de notes. J'ai vu des gens qui effectivement sont très doués pour faire de la sténo. Donc vous avez un très long compte rendu, tout y est, mais la synthèse, vous la cherchez. Voilà. Donc c'est tous ces aspects-là, ce flow, cette gestion, l'augmentation considérable d'informations qui, à mon avis, sont le risque majeur dans les années qui viennent en matière de maîtrise des documents et de l'information. Et l'intelligence artificielle va pas nous aider. Mm. Ok. Et comment la cybersécurité a-t-elle évolué avec le cloud, l'IA et la digitalisation croissante? Eh ben, c'est un facteur multiplicatif que je pourrais pas vous donner, hein, parce qu'après, c'est vraiment de la pifométrie appliquée. Mais moi, j'ai commencé donc sur des grands systèmes avec des cartes perforées, hein, il y a presque 50 ans, ou des bandes perforées même. Donc, une fois que vous aviez mis votre information donc sous forme de carte perforée dans une armoire avec une clé, le risque était mineur et en plus, personne ne rentrait dans la salle machine. Donc, les cartes étaient tapées à l'extérieur et seuls les opérateurs rentraient dans la salle machine. Aujourd'hui, une salle machine, il n'y a plus personne dedans, alors qu'avant, il y avait pas mal de gens, mais il y a beaucoup plus de gens qui sont connectés. Donc, si beaucoup plus de gens sont connectés, ben, vous avez beaucoup plus de risques. Et les clouds sont certainement, surtout certains modes de fonctionnement où vous êtes entre l'infrastructure et les applicatifs, là où vous pouvez faire en tant qu'administrateur beaucoup de choses, toutes les nouvelles technologies de type hardware as a service, c'est-à-dire en fait, vous savez même pas où sont vos données. C'est très commode en matière de gestion des coûts, puisque vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel dédié avec peut-être 30, 40, 50% d'espace vide. Mais ça a fait qu'il y a de plus en plus de couches. Il y a 50 ans, on savait sur quel disque en particulier, sur quel cylindre on écrivait, et quand le système disait c'est écrit, vous étiez sûr que c'était écrit sur le disque. Aujourd'hui, il peut y avoir des recopies, des systèmes de chiffrement, etc. Vous avez des couches, des couches et des couches. Et donc, plus vous avez de couches, plus vous avez des risques d'avoir des attaques. C'est comme vous, hein, si vous avez un coffre-fort et une seule clé, vous êtes à peu près tranquille pour les papiers qui sont dedans. Si c'est juste une petite armoire sans clé et qu'il y a 20 personnes qui peuvent rentrer dans le bureau, bah forcément, le risque de diffusion est plus grand. Voilà, c'est surtout ces aspects-là qui sont liés à la facilité, qui c'est très bien, hein, ça permet de faire des choses qu'on ne faisait pas avant, mais cette facilité forcément amène des systèmes complexes et avec des possibilités renouvelées d'attaques possibles à tous les niveaux, et à chaque fois qu'on fait une modification d'un système, on risque ce type d'attaque. D'accord. Et selon vous, comment développer en fait une culture de cybervigilance, dans une organisation? Ah bah ça, c'est le plus compliqué, parce que là, c'est en face de vous, vous avez des humains. Et sachant que, en gros, bon, alors, là, c'est pareil, les statistiques, c'est du doigt mouillé, hein, mais on peut estimer que 70%, alors à plus ou moins 10%, hein, 70% des attaques commencent par une erreur d'une personne. Bon, le cas classique, tout le monde en reçoit des faux mails qui vous indiquent que vous avez un remboursement d'impôt, il suffit d'aller cliquer à cette adresse, etc., mettre votre carte bleue, bon, ben là, c'est raté. Mais il existe des choses beaucoup plus sophistiquées, hein, où les attaquants connaissent les gens à l'intérieur de l'entreprise, l'organigramme, parce que tout ça sont des données publiques bien souvent, que les attaquants analysent, et puis ils disent, ben, à un moment, on va pouvoir réfléchir à une attaque crédible
pour obtenir un document, qu'un document puisse circuler, que ce document soit écrit. À l'intérieur, il y a non pas forcément un virus, mais un premier rebond vers un autre système, etc. Et peut-être en 3, 4 semaines, et ben ça y est, les pirates ont mis le virus et c'est parti. Mais le départ, c'est soit une discussion, on fournit un secret sans s'en rendre compte, on envoie un mail avec des éléments qui permettent de reconstituer quelque chose, etc., etc. On clique bêtement. Là, les bureaux qui vous avez plein de choses dessus ou des gens qui passent peuvent voir sur quel dossier vous travaillez, quels sont vos outils de connexion, etc. Et on se retrouve avec les cas classiques, j'allais dire d'espionnage, hein. Une fois que le loup est rentré dans la bergerie, il s'occupe des moutons. Bah là, c'est pareil, hein, sachant qu'on a un risque avec l'arrivée des ordinateurs quantiques, c'est pas pour aujourd'hui, hein. Il y a encore un peu de travail pour que ça soit une boîte qu'on pose sur son bureau, on branche et ça démarre. C'est pas un PC aujourd'hui, hein, c'est quand même un peu plus compliqué du point de vue du fonctionnement, mais ça va arriver. Et le risque, c'est pas tellement que on aura des problèmes de gestion de confidentialité ou de chiffrement, c'est que on aura une période intermédiaire qui sera dangereuse, puisque au début, il y aura allez, 100 machines dans le monde qui sont capables de casser plein de codes, alors que les millions d'autres n'auront pas les bonnes performances et les bons moyens de protection. Et puis, et donc pendant cette période intermédiaire de plusieurs années, bah, on sera dans un système dangereux. Et puis aujourd'hui, on vole des données. Les gens ne sont pas capables de les déchiffrer, donc d'obtenir des versions claires, mais peut-être que dans 5 ans, ça sera tout à fait possible. Donc ça fait partie aussi des nouveaux risques, c'est de se prémunir du futur, même si les systèmes cryptographiques quantiques seront assez différents de ceux qu'on connaît, mais permettront de faire des choses qui sont très intéressantes, comme savoir instantanément si quelqu'un écoute vos messages. Et justement, pour peut-être développer la culture de cybervigilance, peut-être Ouais. mettre en place des formations. Ah ben ça c'est le b.a.-ba, c'est sensibilisation, formation. Euh, on a maintenant des outils où on envoie des faux mails pour que les gens s'habituent à voir des messages qui sont justement pas étranges ou on risque de cliquer. L'exemple qu'on parlait tout à l'heure de la facture électronique, ça risque de devenir une possibilité d'attaque toute nouvelle, hein, que ça soit dans un grand groupe, parce qu'au fin fond d'une usine, la personne n'est pas forcément au courant de tout, ou dans une PME, ah, vous avez oublié de faire ceci, je suis la plateforme publique de facturation, vous avez oublié de faire ceci ou cela, cliquez ici. Bon, voilà, donc il y aura, c'est sûr, avec ces nouveaux services, ces nouveaux produits, il y a toujours à faire de la formation, de la sensibilisation et bien évidemment mettre des outils, mais justement l'élément clé du fait que la majorité des attaques commence par des problèmes avec des personnes, des erreurs humaines, et ben, il reste que ça, et tester, et fiabiliser, et s'entraîner, et s'assurer que tout le monde dans une entreprise ou une administration a bien compris ce qu'il fallait qu'il fasse, ne serait-ce que ben, quand ça arrive un jour. D'avoir les bonnes réactions et, par exemple, ne pas couper son ordinateur. Ça paraît anormal, mais on débranche, on coupe le Wi-Fi, on débranche le câble de connexion réseau, mais on laisse la machine parce que pour quelqu'un qui va faire, comme on dit, du forensic, c'est-à-dire de l'analyse du contenu du système, c'est un élément clé pour voir des fois quel est le programme qui tournait à ce moment-là
et faire l'analyse en disant, ah, c'est ça qui nous a posé problème. Donc maintenant, on sait ce on va traiter dans le réseau. Donc à la fois en amont, au quotidien, et tout ce qui est derrière en cas d'attaque. On en aura toujours des attaques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de façon efficace pour aider tous ceux qui, derrière en sécurité, sont là pour remédier au problème. OK. Et selon vous, est-ce que l'IA, est un soutien ou un risque pour la cybersécurité? Les deux. C'est comme la langue d'Ésope, hein. Avec des mots, on peut dire des choses aimables ou dire des injures. Et des fois avec les mêmes mots. Bah là, c'est pareil. Parce qu'effectivement, de nouveaux outils sont en train de se mettre en place avec l'IA pour générer, enfin, pour suivre, par exemple, des comportements anormaux en temps réel. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a, par exemple, un retour fréquent de certains accès à votre système à partir de pays avec des éléments qui sont corrects, mais où systématiquement on demande beaucoup de choses. Au lieu de demander un document, parce que c'est le truc classique souvent, hein, je vais chercher sur je sais pas, dans une banque mon relevé. Là, le système va commencer, on va se rendre compte que il y a quelque part des serveurs au fin fond du Turkménistan qui commencent à faire des accès à votre système en demandant 10, 20, 30, 40 documents. Bah là, il faut effectivement être capable de se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est la partie IA qui va aider. Et puis là, on a vu un cas récent où une IA a été pilotée, enfin, une IA a piloté une attaque massive auprès d'entreprises, à la fois dans la génération des messages de mails qui ont permis d'accéder. Et ensuite, dans tout j'allais dire, la stratégie, le développement de la stratégie sur les serveurs, et c'est l'IA qui disait, ben, j'ai essayé celui-là, j'ai essayé le suivant, et ainsi de suite. Et quand il y avait des réponses des systèmes, en disant, on n'a pas trouvé le mot de passe, etc., ben, il recommençait sans aucune intervention manuelle. Donc là, on risque d'avoir effectivement des attaques très sophistiquées avec des gens qui font comme tout le monde, hein, dans le domaine des hackers, vous avez des supermarchés, vous avez des plateformes, vous pouvez faire des échanges, donc vous avez des forums, vous avez enfin, tout ce qu'il faut, et donc vous avez aussi des plateformes IA qui permettent de vous aider, par exemple, à générer un faux message d'une grande banque française. Et tout sera beau avec le logo, tout ça, et tout le monde pensera que tout y sera, hein, même le pied du message, là où il faut s'adresser justement pour les RGPD, vous aurez du mal à discerner que c'est un faux. On va bien regarder dans les détails. Donc oui, l'IA, c'est à la fois un outil qui va être utile en matière de cyberdéfense, mais en même temps d'attaque. Regardez les militaires qui sont depuis longtemps dans l'affaire. Et moi, je vais régulièrement au salon Satori, qui est un salon biannuel sur les technologies militaires. Ça fait déjà des années qu'ils savent très bien que ce type de technologie, eh ben, c'est à la fois un moyen d'attaque et aussi un moyen de défense. Donc, il faut les regarder avec ces deux aspects. D'accord. Et selon vous, comment évaluer, efficacement les risques, liés aux données d'une organisation, Enfin, je pense qu'il ne faut pas se restreindre aux données. La bonne méthode, si j'ose dire, c'est de faire des analyses de risque. Et donc là, en suivant des méthodologies, vous avez un cadre général en matière de méthodologie d'analyse de risque, c'est la norme internationale ISO 27005, qui vous dit voilà quels sont les grands principes. Et puis après, vous avez différents modèles qui ont été implémentés, parce que la norme c'est vraiment les principes généraux, les concepts. Puis après, vous avez les recettes de cuisine. Donc en France, la recette de cuisine a été définie par l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information.
Et cette méthode en France s'appelle EBIOS, mais vous en avez d'autres, par exemple Oscar aux États-Unis, etc. Ça sont toutes des acronymes. Ne me demandez pas la signification des acronymes, ça fait joli, c'est bien, voilà. Chaque fois qu'on en a besoin, on va regarder sur Internet, hein. Mais ce genre de méthodes sont relativement simples à comprendre. Elles reposent sur euh, la division du monde en deux parties au départ, ce qu'on appelle les biens essentiels. Donc en fait, un bien essentiel, alors ça c'est un problème de traduction de l'anglais, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Un bien peut être, par exemple, un brevet. Les schémas, des plans, voilà, un savoir-faire qui peut être décrit par des documents, mais le savoir-faire, si vous prenez, je sais pas moi, des grandes maisons dans le domaine de l'orfèvrerie, vous avez bien le plan de la fourchette, puis après vous avez le savoir-faire de l'ouvrier. Je pense à Baccarat en ce moment, qui a quand même un certain nombre de problèmes. Donc ça, c'est les biens essentiels et l'idée des entreprises, c'est quels sont mes biens essentiels. Donc on va trouver des services, par exemple, dans certains cas. Bah, la RATP, l'un des services, bah, c'est les métros, les bus, les trains, etc. Puis après, ça va se décliner, les horaires. Bah oui, j'ai besoin d'horaires, autrement les trains ne fonctionnent pas, et ainsi de suite. Après, j'ai besoin de planning, et on va décliner, ainsi de suite, de plus en plus finement sur ces biens essentiels. De temps en temps, on les regroupe pour avoir des choses à traiter. Et puis tout ça nécessite des biens supports. Les ordinateurs, des réseaux, des systèmes de télécom, etc. Et les biens essentiels, on va les analyser en termes d'impact. On va les coter, comme on dit, hein, c'est de dire ça, ça me fait mal. Ouf, bon, si ça tourne pas pendant 8 jours, ça va pas me faire mal. Par contre, ça, alors oui, si ça s'arrête, ça va faire très mal. Et je vais prendre des exemples. Quand on est à la direction d'un aéroport comme Roissy, la disponibilité des plans de vol des avions et le fonctionnement du contrôle aérien d'atterrissage, c'est un bien essentiel dont la durée maximum d'arrêt, 1 seconde, hein. Et encore, voilà. Par contre, le plan de maintenance global des trottoirs, bof, bon, ben, si je ne l'ai pas aujourd'hui, et puis en termes de confidentialité, euh, c'est ce que je dis toujours, il faut aussi remettre cette réflexion dans le temps, hein, jusqu'au 6 juin 1944, vers 3 heures du matin, peut-être que 10 personnes au monde savaient transformer les noms de code Overlord, par exemple, en une plage de la Normandie. Vers 7 heures du matin, 8 heures du matin, les Allemands savaient parfaitement. Ils avaient compris que c'était par là qu'ils débarquaient. Pas tous, hein, justement. Mais en gros, voilà. Donc, il faut mesurer ces impacts en termes de disponibilité. J'en ai besoin souvent, rapidement, etc. Bon, j'ai le temps. D'intégrité, puisque je peux admettre qu'il y ait quelques erreurs, et de confidentialité. Ça, c'est côté bien essentiel. Il y a des données dedans, mettez ce que vous voulez. C'est véritablement les activités fondamentales de l'entreprise. Puis les biens supports, vous allez les coter en vraisemblance d'attaque. Entre bof. Or ça, avant qu'ils arrivent à rentrer là-dedans, exemple, si j'ai un système informatique que je déconnecte 99,5% du temps, en me débrouillant bien avec un SAS, ça va être compliqué de rentrer dedans. Et puis il y en a d'autres, ben oui, quand j'expose un site internet, l'information risque des catastrophes. Une fois qu'on a fait ça, là on applique la méthode, c'est plus ou moins compliqué, il faut être plus ou moins spécialiste, et on va arriver à une cotation des risques, et donc de vouloir dire quelles sont les priorités, et derrière se dire quelles sont les mesures qu'on va mettre en œuvre. Et donc on en parlait là sur les mesures humaines. On peut aussi dire, bah non, on va transférer le risque à quelqu'un d'autre, par exemple. C'est trop compliqué pour moi. Exemple, des méthodes d'authentification des personnes à distance, il vaut mieux avoir recours à un spécialiste.
on n'est pas forcément, on n'est pas forcément capable de créer des systèmes de chiffrement, etc. La signature électronique, par exemple, eh ben, je vais confier ça à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas développer mes propres outils. Et puis dans certains cas, je dis, bah, ok, bah, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Un antivirus, va falloir que je double mes équipements pour tel ou tel type de bien support parce que les biens essentiels ont besoin de continuité, etc., etc. Donc voilà comment on fait. Ça peut être long, ça peut être des opérations de 3 ou 4 mois. Il faut faire ça avec méthode parce que si vous changez par exemple un bien support, vous changez un modèle de routeur dans toutes les entreprises, enfin, dans tous les sites que vous gérez, vous allez peut-être être amené à réévaluer vos risques du point de vue de la vraisemblance des attaques. Donc c'est pour ça que bien souvent on a des outils, mais ça se fait surtout pas avec de l'intelligence artificielle. Surtout pas sur Internet, mais essentiellement dans des machines qui, effectivement, sont en vase clos, puisque une fois que vous avez fait ça, vous avez un document qui, au début, vous dit là où il faut taper pour que ça fasse mal. Mais une fois que vous avez ça, après, ben, il faut l'entretenir avec, ben, par exemple, un responsable de la sécurité des systèmes d'information qui va périodiquement faire des réunions de pilotage. Voilà, c'est ce qu'il y a dans la norme ISO 27001 en matière de sécurité des systèmes d'information. D'accord. Et quels seront selon vous les plus grands défis des 5 prochaines années en matière de gouvernance des données et de cybersécurité? Alors, je pense qu'un des grands problèmes, il est d'ordre juridique. On voit que ces derniers temps, il y a des pays qui s'affranchissent de règles qu'on avait posées après la Seconde Guerre mondiale au siècle dernier en se disant, ben, on va peut-être pas recommencer tous les matins. Donc, le fonctionnement classique dans ces cas-là, c'est de prévoir des traités internationaux et de définir, par exemple, je parlais tout à l'heure des brevets, il y a une organisation mondiale des brevets, où quand vous déposez un brevet, en fonction de ce que vous payez, mais ça c'est une autre paire de manches, mais vous pouvez avoir une couverture mondiale et donc pouvoir attaquer dans n'importe quel pays quelqu'un qui fabriquerait un produit, par exemple, en utilisant votre brevet sans le dire, sans vous payer des royalties. Donc voilà, ça c'est un vrai problème, c'est on était normalement protégé par un certain nombre de choses sur la maîtrise de ces données, parce qu'on avait des textes juridiques. Et on a un problème, on le voit bien par exemple avec les réseaux sociaux, où l'Europe a mis en place des réglementations pour protéger les citoyens et dans d'autres cas les consommateurs ou les administrés. Mais outre les États, il y a un certain nombre d'entreprises qui s'essuient les pieds un peu sur certaines réglementations. Si c'est favorable pour eux, ils disent qu'il faut appliquer. Si c'est pas favorable, ils viennent crier en disant que c'est une catastrophe qui arrête le business. Voilà, en gros, à mon avis, l'un des risques les plus évidents. La deuxième chose que je vous disais tout à l'heure, c'est le risque technologique. On en a tellement dans tous les sens. On sait, bah, par exemple, là, dans le domaine de la facturation électronique, j'ai travaillé pour un grand groupe l'année dernière pour qu'il s'y prépare. Bon, on s'est rendu compte que dans les 25 filiales et les 7 ou 8 logiciels de pilotage, rien ne se faisait pareil et même d'un bureau à l'autre, on n'avait pas la même façon de régler certains problèmes. Donc voilà, c'est aussi une des difficultés, c'est cette espèce de parcellisation du travail où vous pouvez chercher toujours quelqu'un qui est capable de vous répondre. Comment on fait ça? Ben, bien souvent, je fais le début, mais c'est pas moi qui fais la fin. Voilà une des autres problématiques du sujet. D'accord. Merci, ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Pour conclure, si vous deviez donner une seule recommandation prioritaire aux organisations pour renforcer leur gouvernance des données, laquelle serait-elle? Ah ben, je dirais fondamentalement, connaissez vos données. Et connaissez vos données en sachant pourquoi vous les avez et qu'est-ce que vous voulez en faire. Le fondamental, c'est ça.
Quand on regarde certains systèmes informatiques, c'est fou le nombre de choses qui servent à rien. Et on n'est pas justement dans les réseaux sociaux où, en fait, pour eux, la data, c'est une source de revenus futurs. Une entreprise, ce que je disais tout à l'heure, c'est des plans, c'est des modes opératoires, c'est des choses comme ça. C'est des prospects, c'est de la facturation, donc du suivi de bons de commande, etc. J'ai vu il y a quelques années une entreprise qui voulait se mettre en conformité du point de vue de l'aspect comptable. Ça a duré très peu de temps parce qu'en fait, techniquement, ils avaient tellement cadré leur processus d'achat, de prise de commande, etc., que gérer des factures, pour eux, c'était juste le résultat naturel de toutes leurs procédures qu'ils avaient mis en place. Et chaque facture était, on savait la tracer par rapport au projet, au bon de commande, au bon de livraison, au retour des clients, etc. On savait tout et donc on avait effectivement atteint, je dirais, le but ultime de ce type de choses, c'est je maîtrise mes données parce que je sais à quoi elles servent et je ne fais pas l'inverse en disant j'ai plein de données et je vais essayer de trouver un sens à toutes ces données. D'accord. Ben, encore merci pour votre participation et les éclairages que vous nous avez apportés. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié et appris autant que moi sur la gouvernance des données et sur la cybersécurité au fil de cette discussion. À bientôt. Au revoir et bonne année. Merci, à vous aussi. Merci.